Trump semble réticent à rentrer en guerre, même si il accepte d'intercepter les missiles, d'aider les Israéliens à les intercepter, tout comme les Britanniques, mais au-delà de ça, il ne va pas au-delà de l'engagement, malgré le fait que Netanyahou, qui sent, je pense, une certaine fatigue quand même se produire, et qui sent que cette cadence ne pourra pas être tenue indéfiniment. Bonsoir tout le monde, on est avec Régis Le Sommier et j'ai d'entrée de jeu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les marchés financiers ont l'air de ne pas croire une seule seconde à la Troisième Guerre mondiale. Le pétrole se porte comme n'importe quel été, en fait littéralement comme l'été dernier. Donc pour l'instant, pour les marchés de matières premières, mais aussi pour le Standard & Poor's 500, il se passe rien. Or, on est d'accord que en fait, c'est pas vrai. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou vient de déclarer très officiellement qu'il était tout à fait contre tout protocole de paix. On sait aujourd'hui, et on va en reparler avec Régis Le Sommier, que les buts de guerre de Benjamin Netanyahou sont spécifiquement un changement de régime, c'est-à-dire de syriser en quelque sorte l'Iran. Si possible d'ailleurs de la découper le long de frontières ethniques, ce qui était d'ailleurs un projet américain de très longue date, avec le Baloutchistan, le Kurdistan, etc. Et même faire une sorte de chiistan, ça avait été évoqué il y a une vingtaine d'années et ça avantagerait bien Benjamin Netanyahou. Donc pour l'instant, on a cette espèce de tension entre d'un côté le Pentagone Pizzameter qui continue à être au plus haut. Là, typiquement, les commandes le Pentagone fait les 3-8. Il n'a jamais autant fait les 3-8. Et les deux indicateurs, ce sont donc d'une part les pizzas, mais aussi de façon plus rocambolesque, la baisse de fréquentation dans les bars gays. Le plus célèbre étant, si je me cours pas, le Jimmy Beach Club ou quelque chose comme ça, qui a été, lui, au plus bas, électroencéphalogramme plat. C'est assez marrant quand on se dit que le Pentagone a quand même été créé avec des toilettes ségrégées. Il y a 2 fois plus de toilettes parce qu'il devait y avoir des toilettes pour les Noirs et pour les Blancs. Et maintenant, on en est à compter l'activité au Pentagone par la fréquentation du bar gay local. Un certain chemin a été parcouru. Donc, quoi qu'il en soit, cette tension va devoir, à un moment donné, se résoudre. Est-ce que c'est les marchés financiers qui ont raison ? Est-ce que c'est le Pentagone qui a raison ? On est ce soir avec Régis Le Sommier pour en parler. Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir Idriss. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, déjà, cette espèce de tension entre les pétroliers se disent qu'il va rien y avoir. Bon. Bah, écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers ni des marchés d'hydrocarbures sur la planète. Justement, on veut que vous les contredisiez. Donc Ouais, l'idéal, c'est que vous ne soyez pas. Non, bon, là on a quand même assisté à des choses absolument nouvelles, si vous voulez. Le fait qu'Israël ait une capacité de se projeter en Iran et de monter des opérations, on le savait. Le fait que les Iraniens aient une capacité de riposte et d'envoyer des missiles balistiques capables de, on va dire, d'égratigner ce qu'on avait vu, je parle d'octobre dernier, le dôme israélien. Ça, on le savait. Maintenant, on a découvert des choses quand même assez incroyables. Pour moi, c'est d'abord la première frappe israélienne qui s'est faite avec 200 appareils. C'est quand même assez conséquent d'avoir 200 appareils dans les airs et d'être capable de les projeter à des distances de entre 2000, 3000, voire 4000 km, puisqu'il y a eu des frappes à partir de F-35 qui ont été faites à 4000 km d'Israël. Donc, au-delà de leur rayon d'action, qui est de 1500 km. Voilà, exactement. Et quand on se réfère, moi j'ai pris cet exemple déjà à l'opération Hamilton qui avait été menée par la France pour frapper la Syrie au moment de l'affaire de Douma et de l'usage du chimique pour comment on va dire, frapper des entrepôts et un centre scientifique dans la banlieue de Damas. Il avait fallu 3 ravitaillements, c'est-à-dire 8 heures d'opération, 3 ravitaillements pour les avions français. C'était déjà un exploit d'avoir pu faire ça. Les Israéliens, on peut se douter que c'est une toute autre dimension et que ils ont là démontré depuis 3 jours qu'ils sont
capables justement de se projeter. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que jusqu'à quand auront-ils des munitions? Et ça, les États-Unis évidemment vont peser dans la balance. Trump semble réticent à rentrer en guerre, même si il accepte d'intercepter les missiles, d'aider les Israéliens à les intercepter, tout comme les Britanniques. Mais au-delà de ça, il ne va pas au-delà de l'engagement, malgré le fait que Netanyahou, qui sent, je pense, une certaine fatigue quand même se produire, et qui sent que cette cadence ne pourra pas être tenue indéfiniment, aimerait que les États-Unis s'engagent définitivement derrière sa campagne contre l'Iran. Et de l'autre côté, ben, on a eu... alors, je termine sur le volet israélien, l'opération du Mossad, qui encore une fois nous surprend tous, cette capacité d'avoir implanté une usine de drones, enfin en tout cas une fabrique de drones à l'intérieur de l'Iran pour acheminer des pièces clandestinement, d'avoir réussi à faire des départs de drones un peu partout dans le pays, d'avoir réussi aussi à cibler à faire des attentats ciblés contre des scientifiques iraniens, contre des autorités, contre des militaires. Bref, le Mossad a fait un travail sur le terrain conséquent. On savait que le Mossad avait une taupe au sein de l'appareil sécuritaire et militaire iranien avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh l'été dernier. Maintenant, on sait que le Mossad a toujours cette taupe, ou en tout cas a toujours ce réseau d'informateurs, comment on va dire, au plus haut sommet du pouvoir. Il y a même une plaisanterie qui circule entre Iraniens à Téhéran, c'est personne ne sait où se trouve le guide suprême, sauf le Mossad. Voilà. Et donc là, effectivement, ils ont fait une démonstration et ils ont évidemment aidé, et tout s'est déclenché au moment des frappes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une similitude avec ce qui s'est passé avec le SBU ukrainien sur les bombardiers sur les bombardiers stratégiques sur les bases russes il y a quelques semaines. Donc on peut se demander d'ailleurs on va dire ce type d'opération, s'il n'y a pas effectivement des gens qui se sont parlé ou qui se sont inspirés les uns des autres. Bref, voilà, il y a eu ça. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a eu d'abord une sorte de sidération de l'appareil militaire iranien, des gardiens de la révolution, décapités. Ça a été une armée sans tête pendant un petit moment. Et puis les Iraniens ont réussi à reprendre la barre. Je veux dire, les premières frappes ont été massives, mais on sentait bien qu'elles n'étaient pas coordonnées comme les frappes israéliennes qui, elles, obéissent à une planification des objectifs au premier jour, l'objectif deuxième jour, etc. On sent bien que les Iraniens ont encaissé le choc, ont sans doute été surpris aussi parce que les négociations étaient toujours en cours avec les États-Unis, donc je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce moment-là précis à ce qu'Israël les frappe, mais ils s'attendaient à ce qu'Israël les frappe, sinon ils n'auraient pas eu la capacité, je vais dire, à se rattraper au deuxième jour. Et ils se sont rattrapés comment? En envoyant peut-être moins de missiles. Alors, c'est le deuxième et troisième jour, il y a eu moins de missiles, mais plus de précision. Et des choses assez intéressantes qu'on a vues. Par exemple, dimanche, les Iraniens ont déployé des leurres le long des routes, c'est-à-dire des camions avec des rampes de lancement de missiles balistiques, un petit peu partout dans l'ouest et dans le centre du pays. La chasse israélienne s'est attachée à détruire ces porteurs toute l'après-midi, donc ces faux porteurs. Et au moment où elle a commencé à manquer de kérosène et les avions sont rentrés à leur base, eh bien, les Iraniens ont balancé les vrais missiles. Et donc, avec les dégâts qui ont été causés, il y a des choses là, de ce point de vue, qu'on a pu remarquer. On sait qu'ils utilisent des missiles, mais on sait aussi que ni le dôme de fer, ni les différentes strates qui sont utilisées pour protéger Israël et cette capacité d'intervention, on va dire, au-delà de l'atmosphère, par exemple le programme Arrow, non fonctionnait. Donc, en fait, il y a vraiment un problème avec
la protection au-dessus d'Israël par rapport au type de missiles que les Iraniens envoient, parce que c'est quand même des choses qui pèsent 10 tonnes, et on a vu quand même des quartiers dévastés, même si tout objectif militaire est absolument interdit d'être répertorié, d'être filmé par l'armée israélienne. Donc on ne sait pas quels ont été les dégâts sur la base de Nevatim ou celle de Tel Nof. On ne sait pas non plus exactement quelle est l'ampleur des dégâts sur le ministère de la Défense. On sait que il y a eu des percées à ce niveau-là, notamment le premier jour, mais tout ça est off limit. En revanche, les quartiers qui ont été dévastés, les quartiers où il y a eu des civils, ça sont montrés à la presse. En particulier, l'équipe de Fox News fait un travail assez remarquable. Je ne suis pas un fan absolu de Fox News, mais leur reporter est assez efficace, et donc on voit bien justement ces quartiers qui ont été qui pour certains ressemblent un peu à Gaza, et voilà. Donc il y a eu on va dire, les Iraniens ont repris du poil de la bête, ont pu se réorganiser, mais néanmoins il faut reconnaître que la chasse israélienne a la maîtrise du ciel en Iran. Elle est capable de frapper un peu partout où elle veut. Ce soir, elle a frappé la tour de télévision. Il y a eu d'ailleurs plusieurs journalistes qui ont été tués, selon les autorités iraniennes. Et donc voilà, on est dans un moment où Israël semble avoir le dessus, mais l'Iran a toujours ces missiles. On ne sait pas combien il y en a exactement. On sait qu'ils en ont beaucoup. On sait que depuis 2003, c'est vers ce type d'armes qu'ils s'orientent, qu'ils ont d'ailleurs un peu délaissé leur aviation, leur marine, tout ce qui était conventionnel pour se consacrer aux missiles balistiques et à l'hypersonique, qu'ils ont aussi beaucoup travaillé le programme de drones. Les Iraniens, on l'a vu, sont arrivés avec leurs Shahid en Ukraine, et ça a été une vraie surprise pour les Russes et une mauvaise surprise pour les Ukrainiens. Ça a contribué on s'en souvient, à l'hiver 2023, à considérablement amoindrir le réseau électrique ukrainien, pardon. Et à ce moment-là, au moment où les Shahid sont intervenus sur le champ de bataille, eh bien l'OTAN n'avait pas la solution, n'avait pas la parade dans la défense anti-aérienne pour lutter contre ces drones qui coûtent à peu près $20 000, et que la défense ukrainienne était obligée de stopper avec des missiles qui en coûtaient 5 fois ou 10 fois plus. Donc ça a été... On va faire un point là-dessus, si vous le permettez. Là, ce sont des images de nos confrères du Daily Mail qui ont fait donc une petite infographie rapide sur la méthode d'attaque israélienne, comme vous l'avez indiqué, avec l'introduction clandestine de drones, notamment kamikazes, sur le sol iranien, comparable donc à l'opération Spiderweb, mais significativement mieux exécutée. Vous avez indiqué aussi qu'il y a même eu des fabriques entières de drones qui ont été insérés de façon clandestine en Iran, c'est exact. On pourrait sans doute en parler dans d'autres émissions sur les risques pour des attaques terroristes en France. Des groupes terroristes bien organisés pourraient tout à fait aujourd'hui, c'est ça qui est complètement fou, c'est que les frappes, vous qui avez été en Ukraine, Régis Le Sommier, les frappes d'un canon César sont sans commune mesure avec ce que peut faire le même volume de puissance de feu qui est un conteneur rempli de drones. Donc au fond, on est dans une situation aujourd'hui où un groupe terroriste déterminé pourrait faire passer en contrebande un conteneur dans un pays, et ce conteneur aurait l'équivalent d'une centaine de frappes de canon César, et il pourrait être en plein Paris. Et il pourrait viser l'Élysée, il pourrait viser le ministère de l'Intérieur. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont complètement faisables, et si même les Iraniens et les Russes n'ont pas empêché, nous, on ne pourrait pas non plus. Et je vais en profiter pour montrer aussi les dernières images. Donc voilà, le système Spike, ce sont des missiles, des SACLOS à guidage par fibre optique qui sont pas fire and forget, qu'il faut guider tout le long, et ce sont ceux-là qui ont été utilisés par le service action israélien
en Iran, notamment, hein, pas que, c'était coordonné, cyberattaques, drones, etc. Et ces systèmes spy qui ont une portée de 25 km sont d'habitude utilisés par les éclaireurs type Maglan en Israël pour viser des chars, bien sûr. Et là, on voit qu'ils ont recyclé leur matériel pour des situations complètement différentes en faisant entrer ces spies clandestinement en Iran, via les réseaux criminels notamment, et qui ont des systèmes de contrebande évidemment et qui sont parfaits pour infiltrer un pays. Et que c'est avec ça qu'ils ont frappé leur cible. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, quelques points, je reprends mes notes. D'abord, l'USS Nimitz vient d'arriver dans la zone. Alors, l'USS Nimitz, c'est un porte-avions américain, mais il doit être retiré bientôt, ce qui alimente beaucoup d'hypothèses sur la possibilité qu'il soit coulé. Vous avez indiqué que les Iraniens, en effet, se sont reconcentrés sur les missiles. Et en fait, la phrase d'accroche que l'on a mise sur la miniature de cette vidéo, nous fabriquons des missiles comme nous fabriquons des cigarettes, est une phrase que vous avez rapportée de vos différents voyages au Moyen-Orient et notamment en Iran. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en particulier comment l'art opérationnel des deux côtés a changé, puisqu'après tout, même si la frappe israélienne a été significative, elle a marqué une différence notable vis-à-vis des précédentes grandes opérations israéliennes dans la région depuis les années 60. On pense à l'opération Cricket Mall, par laquelle les Israéliens avaient désactivé les défenses aériennes des puissances arabes autour d'eux. Là, ce qui s'est passé, ça n'a pas été décisif. La capacité de riposte iranienne était toujours là, même si elle était significativement écorchée. Et surtout, les Israéliens ne pourront pas faire deux fois la même opération. D'ailleurs, les Iraniens revendiquent déjà d'avoir arrêté plus d'une trentaine d'officiers du Mossad. Alors, avec votre perspective historique, quelle est la différence? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette opération et ses conséquences dans la région? Non, je crois qu'on est face à quelque chose de nouveau. Ce qui est très intéressant, c'est que de ce point de vue-là, on peut comparer un petit peu l'Iran à la Russie, c'est-à-dire que on découvre au fur et à mesure du conflit, même si l'OTAN, pour ce qui est de la Russie, fournit du matériel sophistiqué à l'Ukraine, que ce matériel n'est pas adapté pour une bonne part, je parle de l'armement blindé en particulier, aux plaines d'Ukraine, que c'est un armement qui a été conçu pour des conflits de basse intensité, pour des conflits au Sahel, pour des conflits au Moyen-Orient, avec un principe de guérilla, donc un renforcement de blindage en dessous pour éviter les IED, finalement, qui est adapté aux guerres qui ont été menées depuis, on va dire, 20 ans par les Occidentaux. Et ce matériel donné aux Ukrainiens a non seulement le désavantage justement de ne pas être adapté, il est 1 mètre ou 1,50 m trop haut, et donc est très visible de loin, à la différence du T-72 ou des BMP russes qui sont très profilés, avec des formes oblongues et qui se moulent au terrain. Donc ça c'est des choses qu'on a constatées. Et puis on a constaté qu'il existait et que les Russes avaient donc maîtrisé l'hypersonique. Ils sont en train de s'apercevoir que les Iraniens aussi. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux missiles, des nouvelles choses. Oreshnik, personne n'avait entendu parler de ça avant. On savait que les Russes travaillaient là-dedans. Et puis on a vu le résultat. Et puis vous avez remarqué que au moment où l'usine à côté de Dniepro a été pulvérisée par ce missile, tout à coup il y a eu du côté de Biden, c'était encore au moment de l'administration Biden, du côté des Britanniques, du côté des Français, qui avaient tous fourni des missiles à longue portée, eh bien tout à coup tout ça s'est arrêté. On s'est dit oui, Poutine a signalé, a voulu faire un signe en disant Oreshnik peut très bien porter la bombe atomique. Et là, les Iraniens sont en train de monter en gamme, c'est-à-dire on se rend compte que il y a 5 types de missiles différents qui ont déjà été utilisés pour frapper Tel Aviv et Haïfa. On va voir ce qui va se passer ce soir, mais il semblerait que les Iraniens, pour revenir à la phrase nous faisons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes, c'est une phrase qui avait été prononcée par un dignitaire. Malheureusement, j'ai regardé tous mes archives, tous mes carnets, je l'avais entendu et je n'ai pas noté qui avait dit cette phrase. Mais l'idée, la philosophie, en fait, correspond à la mentalité iranienne, en fait, on va dire depuis 2003. En 2003, les Iraniens reçoivent un drone, un missile à longue portée que leur donnent les Coréens du Nord. C'est la Corée du Nord qui commence ce programme de missiles iraniens. Et les Iraniens, qui sont évidemment très versés sur les sciences et sur les technologies, vont observer
observer ce missile, vont le décortiquer et vont le fabriquer à domicile. Ça va être le début du programme qui va finalement commencer à se développer. Et quand on réfléchit, on est 2003, on est en 2025, ça fait donc plus de 20 ans que les Iraniens ont donné la priorité à ce type d'armement non conventionnel. Les drones, évidemment, sont rattachés à cette panoplie, puisque j'ai évoqué les Shahed, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, les Iraniens ont décidé de développer ça plutôt que le conventionnel, plutôt que leur aviation, plutôt que leur marine. C'est intéressant parce que c'est un calcul qui a été fait, qui est, on va dire que Israël, évidemment, surperforme dans la guerre cyber et surperforme dans la guerre clandestine. Ça, c'est une évidence, c'est très impressionnant. Mais ça reste sinon une armée conventionnelle qui utilise de l'aviation, qui utilise de la marine. Or, les Iraniens, eux, ont décidé de s'en remettre et de remettre leur défense justement à ce programme de missiles. Alors, la question, c'est quel nombre de missiles ont-ils ? Combien de temps vont-ils pouvoir tirer ? On a entendu des dignitaires, là pour le coup iraniens, expliquer que Israël serait bientôt inhabitable, comme ils vont continuer à tirer des missiles, et bien que la vie serait impossible. Un autre a dit nous pouvons tirer à cette cadence pendant 6 mois. Certains experts disent ils en ont 10 000, parfois. D'autres disent jusqu'à 20 000, ce qui est quand même assez considérable. Et même si la chasse israélienne est capable progressivement d'éliminer les porteurs et les silos et de détecter sous les montagnes, parce que on a vu ça aussi, il fallait observer les gardiens de la Révolution ont fait publicité de leurs installations souterraines. On voyait des choses absolument incroyables, des espèces de hangars souterrains dans des montagnes qu'on imaginait inaccessibles, avec des camions, des dizaines de camions transportant des missiles énormes. Le chef à l'époque, c'était celui qui a été assassiné, Hossein Salami, dans un véhicule qui, pendant des kilomètres et des kilomètres, montait ces quantités de missiles, donc enterrés, des bases avec du béton. Et donc, les Iraniens n'ont pas arrêté de faire ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé du programme nucléaire tout à l'heure. Quand on sait que Natanz a été très endommagé et que les Israéliens se sont acharnés sur Natanz et probablement les hangars contenant les centrifugeuses sont difficilement accessibles aujourd'hui dans cette partie du programme, mais il y a, et ça c'est leur bête noire, c'est Fordo, qui est l'autre centre de recherche sur le nucléaire, où là, les Iraniens ont utilisé un type de béton qui ne peut quasiment pas être percé par une GBU 28 ou seules les bombes américaines le pourraient, et c'est pour ça que Netanyahou veut d'ailleurs. 57, mais même avec la GBU 57, qui, on le rappelle, est portée par un bombardier B2, pèse 14 tonnes, donc c'est quand même pas, il y a toute une logistique avant de l'utiliser. Même si les Américains les aident, une GBU 57 est capable de percer 2 mètres de ce type de béton. Ça veut dire que s'il y a 10 mètres de béton, eh bien, ça bouge pas. Vous savez, c'est un peu la même chose que les Allemands. Oui, les Allemands pour la base de sous-marins. C'est la même philosophie que la base de Lorient, où la ville entière a été détruite autour, mais la base a quasiment pas bougé. Il y a eu juste une alcôve qui a été percée. Mais voilà. Donc, avec en plus sans doute des sas au milieu pour pouvoir diffuser les impacts des bombes. Donc, on peut imaginer que tout ça est extrêmement. Et là, effectivement, il y a quelque chose que les Israéliens ne peuvent pas faire. Et on sait qu'à Fordo, c'est là que se trouvent les RC9, qui sont les centrifugeuses de dernière génération, que probablement c'est là où se trouve aussi l'uranium, les quantités d'uranium enrichi que les Iraniens possèdent, qui seraient de plusieurs centaines de kilos, 300 ou 400, on ne sait pas exactement, enrichi à 60%, avec du gaz chinois. Enfin bref, tout ça est voilà. Et ce programme-là est très difficile d'atteindre. Il n'y a pas de certitude sur les endroits où il se trouve. Il y a une dissimulation, et c'est aussi un des paramètres qui est souvent mal expliqué, c'est que l'Iran est immense et Israël est tout petit. Et ça fait quelque chose, parce que l'Iran, du coup, peut concentrer ses tirs sur les mêmes endroits. Vous me direz,
progressivement, les Israéliens vont essayer d'être plus efficaces pour taper les missiles, mais on sent bien que voilà, sur 90 missiles, s'il y en a 10 qui passent, c'est déjà des dégâts considérables, et on l'a vu sur Haïfa. Sur Haïfa, on voit très bien. Alors, il n'y a pas d'image du port. Il y a eu quelques images hier. La raffinerie aussi, on a vu des choses de loin. La centrale électrique aussi a été détruite. Donc, bref, voilà, c'est des choses qui... À propos, insérons justement quelques informations au vol sur ce que vous disiez. D'une part, donc, le fait que les États-Unis ont pour l'instant opposé une fin de non-recevoir systématique à Netanyahou, mais après tout, à force de le demander, avec la fréquence de ces demandes, peut-être que les États-Unis pourraient se retrouver à rentrer en guerre. Ou bien, si à Dieu ne plaise, justement, le fameux Nimitz s'est écoulé, il est absolument certain que les États-Unis rentreraient en guerre. Et la Mother of All Bomb, donc, qui serait la seule bombe capable de pénétrer les bunkers de Firdaus, en effet, serait nécessaire, aurait le vient des Américains. Mais vous avez parlé de la situation nucléaire. L'Iran a déclaré hier brièvement que le Pakistan avait confirmé qu'il la défendrait nucléairement si elle était attaquée par Israël, ce que le Pakistan a démenti 1 heure plus tard, ce qui a d'ailleurs contribué à calmer les tensions, parce qu'après tout, ce genre de discussion est pas très propice à la paix. Dans le même temps, bien sûr, l'Iran a diffusé, vous l'avez vu, on l'a tous vu sur X, des images de Google Maps, des images en 3D des prochaines cibles qu'elle aurait. C'est la première fois que deux puissances correspondent de cette manière, en se disant exactement où elles vont frapper, pour montrer un peu leur impunité. Et le Pakistan, du coup, a fermé sa frontière avec l'Iran. Pour l'instant, la frontière avec l'Iran est fermée. Donc là, la situation, aussi bien sur le plan nucléaire que sur le plan diplomatique, est en train de devenir très complexe. Et j'en profite pour insérer ces informations parce qu'elles sont à propos de ce que vous venez de dire. Maintenant, on a d'autres évolutions du conflit qui sont liées aussi aux autres points que vous aviez soulevés. Vous vous rappelez qu'il y a eu en 2002 le Millennium Challenge, le MC02, Millennium Challenge 2002, qui était un Kriegspiel, un jeu de guerre, un wargame, conduit par les États-Unis du 24 juillet au 15 août 2002, qui a coûté 250 millions de dollars. C'est le jeu le plus coûteux de l'histoire des États-Unis à l'époque. Donc ça montre à quel point le sujet était important, et il modélisait une invasion de l'Iran. Donc 13 500 personnes impliquées, avec des composantes réelles et simulées, une opposition bien sûr entre les États-Unis et un État fictif du Golfe Persique qui était l'Iran. Et les résultats initiaux, c'est que l'équipe rouge, donc les méchants, dirigés par le lieutenant-général à la retraite Paul von Ripper, a utilisé des tactiques asymétriques, c'est ce dont vous parliez. À l'époque, tactiques incluant des petits bateaux, des attaques suicides et des communications à faible technologie, par exemple des coursiers à moto en cas de rupture des communications, comme on l'a vu avec les cyberattaques israéliennes. Cela dit, l'Iran a revendiqué aussi récemment des cyberattaques, couronnées de succès selon eux, avec notamment des fuites sur les informations liées à la base de Dimona et au centre nucléaire de Dimona, que l'Iran a frappé. Et on viendra sur Haïfa après. Donc le deuxième jour, c'est l'Iran, a lancé une attaque surprise saturant les capteurs de bleu, les États-Unis, avec des missiles de croisière, déjà à l'époque. Résultat, 16 navires de guerre bleus coulés, dont un porte-avions, 10 croiseurs et 5 navires amphibies. En situation réelle, cela aurait entraîné plus de 20 000 pertes américaines dans les premières 48 heures. Controverse donc, après la défaite initiale de Bleu, l'exercice a été interrompu et les règles modifiées pour favoriser Bleu, les États-Unis. Rouge a reçu l'ordre d'activer ses radars antiaériens pour leur destruction, donc en gros de se laisser abattre, de ne pas abattre d'avions et de révéler la position de ses unités. On ne pouvait quand même pas laisser l'Iran gagner dans un wargame. Rapport final, le rapport admet que le jeu libre initial de Rouge a été restreint pour orienter les résultats. Les enseignements sont la mise en évidence de vulnérabilité. Or, on parle d'un Iran d'il y a 23 ans. Donc, il y a 23 ans, dans un wargame américain, l'Iran explosait une coalition américaine, bleue, et c'est sans doute la raison pour laquelle Barack Obama n'a jamais voulu, de près ou de loin, engager ce genre d'opération en Iran. On est 23 ans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, il y a plusieurs choses par rapport à ce que vous décrivez qui est très intéressant. Vous parlez d'un wargame, mais il y a des choses qui moi font écho à
à certaines situations ou certaines choses que j'ai pu observer sur le terrain. Vous parlez notamment de l'utilisation des motos à un moment et l'utilisation des deux roues dans ce type de conflit. Et ce qui est intéressant dans le conflit asymétrique, pour le coup, je l'avais observé en Syrie avec l'influence du Hezbollah, justement. Et c'était le Hezbollah qui a amené un certain nombre de tactiques. Il a véritablement refondé, même si à l'époque on l'a pas trop analysé sous cet angle, mais c'est lui qui a refondé l'armée syrienne, qui lui a rendu sa combativité, mais qui en a fait une armée beaucoup plus, beaucoup moins pachydermique et post-soviétique, et qui en a fait une armée de combattants mobiles. Et ce principe de l'utilisation de la moto que les djihadistes utilisent partout. Il y a la moto et le pick-up, mais la moto est un élément. L'Iran a développé ses propres motos, et les motos qui étaient fournies au Hezbollah en Syrie étaient des motos de fabrication iranienne. Donc ça, c'est juste un écho. Ce que je trouve intéressant, c'est que du point de vue de la propagande, il faut se rappeler ce qu'on a vécu. Alors, l'Afghanistan est l'exemple moins chimiquement pur, puisqu'il y a le 11 septembre, il y a la présence d'Al-Qaïda qui vient apporter une justification. On dit toujours l'Afghanistan est une guerre de nécessité et l'Irak est une guerre de choix. Mais j'en viens à l'Irak justement par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. On se retrouve dans les mêmes caricatures et les mêmes espérances, c'est-à-dire que le peuple se soulève, je sais pas, mais j'ai fait un petit tweet hier, je sais pas si les gens ont compris, j'ai ressorti une citation d'Ahmad Chalabi en disant est-ce que quelqu'un se souvient-il de lui? Et Ahmad Chalabi, dans cette citation, je m'en souviens plus exactement, mais comment expliquer tout le bien-être qu'un Irak démocratique allait apporter à la région, comment les peuples allaient, on va dire, converger et en prendre exemple, etc., etc. Et là, il me semble qu'on est sur le même processus. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il y a ce que Trump dit. Trump, effectivement, est réticent à l'idée d'engager l'US Army et les forces américaines dans cette histoire, et parce qu'il a à domicile, on va dire, sa mauvaise conscience qui le taraude. Et sa mauvaise conscience, c'est deux personnages qui sont Tucker Carlson et Steve Bannon, qui sont beaucoup intervenus ces jours derniers pour expliquer que s'attaquer à des civilisations millénaires, faire des interventions, etc., que ça se passait jamais très très bien. Et en effet, quand on reprend le narratif qui a conduit avec la guerre en Irak et qu'on observe ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a les mêmes appels de Netanyahou. Pour le coup, c'est Netanyahou à la place, à l'époque, de Wolfowitz ou d'autres personnages, ou de Richard Pearl, qui appelait les Irakiens à se soulever contre le dictateur, etc., etc. Bon, moi je dis, quand on fait le bilan de tout ça, on a eu 20 ans en Afghanistan, on a chassé les talibans et on a eu les talibans. En Irak, on a chassé Saddam Hussein et on a eu Daesh. Voilà. Donc ça se passe jamais bien, et ça se passe toujours avec un contre-coup qui est extrêmement coûteux militairement. Et les Américains, je pense, ont appris leur leçon. Et donc là, ces appels incessants à un soulèvement, on peut regarder l'état de l'opposition, on peut toujours dire, et j'entends des gens avec sincérité dire oui, il y en a qui en ont marre du régime des mollahs, c'est évident. C'est un régime, moi, pour y être allé, je vous dis, il y a 2 ans, j'ai remarqué beaucoup de personnes n'en veulent plus, mais les Iraniens sont assez sourcilleux sur un point, c'est qu'ils veulent que leur révolution, si elle doit chasser les mollahs, soit une révolution qui soit faite par eux-mêmes, et qu'elle ne soit pas pilotée par et évidemment, il y a le souvenir de l'affaire Mossadegh en 53 avec l'arrivée du Shah au pouvoir. Il y a tout ce qui s'est passé. Le fils du Shah, d'ailleurs, pardonnez-moi, le fils du Shah est intervenu récemment du côté américain. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, mais on a le syndrome Ahmad Chalabi. C'est le même, c'est-à-dire des gens
illégitime. Alors le fils du Shah est peut-être légitime d'un point de vue, il représente la royauté, mais c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger toute sa vie. Chalabi, c'était pareil, il a vécu 30 ans, c'est un Irakien d'origine, chiite, donc il semblait correspondre, et puis en plus il avait indiqué que Saddam Hussein avec des armes destruction massive. Donc il était parfait pour les Américains. Et donc on a exactement le même genre de personnage, la même scénographie. Hier, il y avait on voit des véhicules arriver sur le tarmac d'un aéroport, et tout à coup on dit l'opposition iranienne nous indique que des familles du régime quittent. Alors ça m'a rappelé Ben Ali, ou des affaires du printemps arabe, où tout à coup pour accélérer les choses on dit ça y est, le régime est en train de s'écrouler de l'intérieur. Et en fait ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une insurrection populaire, il y en a eu une très très forte en 2006 à l'époque d'Ahmadinejad, ou avec une répression terrible, mais depuis 40 ans on nous explique que le régime va tomber et il n'est pas tombé. Et voilà. Et là, même si on veut le faire tomber, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'intervenir sur le terrain. Et qui peut intervenir sur le terrain? Certainement pas Israël, mais les Américains. Et c'est là où Trump est réticent, parce que Trump sait très bien que on n'est plus sur la taille de l'Irak. L'Irak était 27 millions d'habitants. Là, on est sur du 90 millions d'habitants, un pays 3 fois la taille de l'Irak. Voilà. Donc ces idéaux de libération de peuples qui tout à coup se soulèvent et pour demander la démocratie, bien, on nous resserre un petit peu la même chose, en sachant que il y a quand même aussi des personnes dans l'opposition iranienne qui ont pris la parole pour dire nous ne croyons absolument pas Benjamin Netanyahou quand il nous demande ça. Donc il y a un scepticisme aussi qui s'est emparé, mais même s'il y a beaucoup de gens de bonne volonté parmi l'opposition iranienne, vous avez aussi des gens comme les Moudjahidines du peuple, qui sont quand même une bande on va dire une espèce de secte assez inquiétante, amie évidemment avec les néoconservateurs américains, les Lindsey Graham et compagnie depuis des années. Voilà, donc la représentativité, que ce soit le Shah d'un côté, le mec de l'autre et quelques autres, il n'y a pas vraiment d'opposition constituée. Les Iraniens, c'est vrai, en ont par-dessus la tête du régime des mollahs. Il y a un phénomène aussi de moindre fréquentation des mosquées, donc le poids du religieux est aussi en train de s'amoindrir en Iran. Donc il y a une volonté de changement, c'est évident. Maintenant, là, est-ce que de se prendre des bombes sur la tête, en général, ça a tendance plutôt à resserrer les choses autour d'une autorité. Il y a eu le souvenir de la guerre Iran-Irak, donc qui avait à l'époque fortifié la société iranienne autour des mollahs. Tout ça est voilà. Mais quand vous voulez, on va dire, libérer un pays ou changer le régime, il n'y a pas d'autre choix que d'envoyer le fantassin pour aller planter un drapeau. C'est pas avec des avions en visant des cibles, même si celles-ci diminuent le potentiel militaire de l'Iran en l'occurrence, que on va arriver finalement à ses fins et que l'Iran va devenir une démocratie. Oui, ça résume bien tous les enjeux, parce que de toute façon, le changement de régime est clairement dans les buts de guerre de Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, on assiste, on le voit vraiment psychologiquement, à un comportement un peu d'équipe de football. C'est-à-dire qu'avant, Netanyahou était contesté, il l'est toujours techniquement, mais maintenant, et c'est ce qu'il fait à chaque fois, son attitude est de faire un peu Madame Bovary, c'est moi, pour reprendre Flaubert, à savoir, bon, Israël, c'est moi. Et à chaque fois que Netanyahou est à deux doigts soit d'être sous enquête, soit de voir sa majorité compromise à la Knesset, eh bien, il crée une situation où il peut dire Israël, c'est moi. Et là, il vient d'en créer une nouvelle, puisqu'effectivement, à partir de maintenant, Israël, c'est lui. Et de part et d'autre, donc, on voit des comportements type hooligan, en fait. Vous vous rappelez, même dans les années 70, quand les missiles SAM abattaient les avions israéliens, vous aviez des holas dans les pays arabes, un petit peu comme si un but avait été marqué en Amérique du Sud, quoi. C'était goal. Bon, et on voit la même chose maintenant dans les communications. C'est peut-être même pour ça que l'Iran communique directement en disant on va taper là, on va taper là, on va taper là. C'est devenu vraiment une communication de type match de foot. Et de l'autre, donc l'Iran qui annonce avoir capturé tant d'agents du Mossad et en avoir même exécuté certains. Donc
comment on peut essayer de retrouver la raison face à tout cela, puisque chacun est obligé de choisir un camp, c'est ce qu'on est en train de voir, avec aussi bien d'ailleurs l'Union européenne, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas se sont plaintes de ne pas avoir été suffisamment informés. C'était assez amusant. On nous dit jamais rien. On avait l'impression de voir Jean Lefebvre dans un film français. C'était un idiot à Paris, le truc, quoi. Bon, nous, notre métier, évidemment, en tant que journaliste, vous êtes un journaliste chevronné, mais également un journaliste citoyen, et vous avez les deux avantages. Mais vous êtes donc le copatron d'Omerta. Sur le plan purement journalistique, comment on peut faire un minimum de journalisme dans des circonstances pareilles, où tout le monde est obligé de choisir son camp, où c'est devenu vraiment un gigantesque match de foot avec des armes atomiques à la clé? Comment on peut calmer le jeu d'un point de vue éditorial sur ce sujet? Je pense qu'on a un rôle qui est encore plus important aujourd'hui qu'hier. Ce que vous êtes en train de décrire, on l'a vécu tous à notre niveau avec l'Ukraine. Moi, je l'avais vécu aussi avec la Syrie, c'est-à-dire le fait de couvrir un camp ou d'aller quelque part vous place vis-à-vis de certains de vos confrères dans une sorte de complaisance. On vous explique que vous êtes devenu un agent ou je ne sais quoi. Et là, en l'occurrence, c'est aussi, oui, il faut choisir son camp, il faut aller dans le discours de dire Israël défend la civilisation d'un côté, l'Iran c'est la barbarie absolue de l'autre. D'ailleurs, c'est quand même étonnant qu'on ait laissé cette barbarie perdurer autant. Moi, ce qui m'intéresse toujours, j'ai écrit un livre justement sur qui s'intitule Qui est le diable, l'autre. Exactement, oui. C'est la référence que je voulais faire à votre livre parce que vous essayez de sortir du mal. Sur cette notion justement de démonisation, c'est-à-dire que elle est à chaque fois à géométrie variable. Quand ça sert certains intérêts, on rentre dans un espace-temps où tout à coup la personne en face ou en l'occurrence, j'avais pris les exemples plutôt de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, des gens qui ont été fréquentables entre guillemets jusqu'à planter leur tente dans les jardins de Matignon, tout à coup deviennent le nouvel Hitler dont il faut se débarrasser incessamment parce que c'est un danger pour l'humanité. Il n'y a rien qui s'est passé particulièrement, sauf que il va plus dans le sens de nos intérêts et donc on le redécouvre subitement. Alors il y a toute une c'est intéressant parce qu'il y a un exercice pseudo-journalistique qui se met en place et on redéterre des vieilles histoires. On met ça. Alors avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile parce que ça se répand comme des traînées de poudre dans un sens. Je vais remettre l'illustration de ce que vous disiez parce que tout le monde n'a plus forcément la référence. La tante de Muammar Kadhafi à l'hôtel Marigny, donc c'était en 2007, hein, c'était il y a 18 ans. Voilà, on se rappelle qu'il avait pu comme ça mettre sa tente puisqu'en effet Muammar Kadhafi était issu d'une tribu bédouine et le tribalisme en Libye le forçait en quelque sorte à signaler ses appartenances tribales pour pouvoir ménager la chèvre et le chou. Et bon, il était infréquentable à l'époque, puis il est redevenu fréquentable, et puis au final, il a été assassiné avec l'aide des services français. Donc bon, comme vous le dites, la nuance entre le bien et le mal est tout de même assez flexible et alternative, quoi. Mais oui, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a une sorte à chaque fois de surenchère. Vous entendez souvent des hommes politiques d'ailleurs s'emparer on va dire, de la narration du moment, la perfectionner, y ajouter leur grain de sel. Je ne sais plus qui j'ai entendu comme personnalité française expliquant que, je crois que c'est Jean-Noël Barrot, nous expliquant que la bombe atomique iranienne nous menaçait directement. Alors bon, je ne crois pas qu'on ait de traité, enfin de guerre, on n'est pas en guerre avec l'Iran, mais tout à coup ça prenait cette dimension-là et chacun y va de sa punchline pour aller dans le sens du moment. Et puis vous avez aussi le camp inverse qui lui va tresser des louanges aux mollahs, les traitant de résistants, etc., etc. Donc en fait, c'est très difficile d'un côté comme de l'autre de ne pas prendre parti, mais en même temps, notre travail n'est pas de prendre parti, notre travail est d'essayer de trouver en même temps, à la fois sur le terrain, à la fois sur les sources qui sont crédibles et qui apportent de l'information, des observateurs, des gens qui ont certaines publications. Je pense, et nous avons souvent les mêmes. Vous parliez tout à l'heure de la question de la guerre sale que l'Ukraine commence à mettre en place. Il y a eu un papier très intéressant de David Ignatius du
Washington Post, qui on sait quelqu'un qui est assez proche de la CIA, qui a des informations toujours, mais qui justement expliquait que le next step justement des camions, ça pourrait être des porte-containers en mer, desquels se lèveraient justement des drones qui iraient attaquer des navires militaires russes. Il explique ça. Donc c'est toujours intéressant parce que là, on est face à des gens qui ont des infos inside, qui ont des études qui ont été faites. Alors, les analystes peuvent se planter aussi, hein, mais de savoir que la CIA s'intéresse, peut-être participe-t-elle, parce que quand même Kirilo Budanov et le GUR ont quand même été façonnés par la CIA depuis 2014. Hein. C'est les services américains qui les ont rendus aussi efficaces aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Et là, pour nous, c'est d'essayer de voir quelle est la vraisemblance des choses, éviter l'exploitation, éviter de tomber dans la propagande grossière, et puis de détecter les signaux faibles. Par exemple, le ministre de la Défense, Katz, qui de rage a dit cet après-midi que les habitants de Téhéran paieraient le prix. Sous-entendu, le prix de ce qui s'est passé. On sent immédiatement, il y a eu un autre tweet où il explique qu'il veut pas s'attaquer aux civils. Donc je pense qu'il y a eu un petit coup de fil qui lui a, voilà, il faut pas qu'il y ait de choses. D'ailleurs, je vous reprends en vol là-dessus parce que les déclarations des politiciens de part et d'autre sont très importantes. Côté israélien, en effet, le seul effet de levier possible, c'est de décapiter différents leaders iraniens, parce que comme vous l'avez dit, de toute façon, le fantassin avec son fusil, ce n'est pas possible. Et même l'armée américaine aujourd'hui n'est absolument pas capable d'occuper l'Iran. Il faudra une énorme coalition, et même, à mon avis, en prenant tout ce que l'Europe peut offrir, sans trop dégarnir face à la situation en Ukraine, ça serait impossible. Donc aujourd'hui, les cibles israéliennes sont très claires, c'est décapiter, voire même donc tuer le guide suprême Khamenei. On voit aussi une sorte de surprise, c'est-à-dire cette opposition permanente. Avant, Israël avait une certaine continuité entre le politique et le militaire. Et il pouvait parfois y avoir des moments de rupture, comme quand Golda Meir a été écartée à la suite de la guerre d'octobre, la guerre du Kippour. 73. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on sent que cette rupture est encore plus grande parce qu'il y a un côté wishful thinking chez Netanyahou. Il pense que sa détermination suffit à obtenir ses objectifs politiques. Et en face, à chaque fois, il y a la réalité. On l'a vu à Gaza. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. David Barnea, par exemple, le nouveau patron du Mossad, qui est beaucoup moins pro-Netanyahou que l'État Yossi Cohen, qui a été littéralement conçu pour être le bras droit de Netanyahou dans l'appareil du Mossad. David Barnea avait prévenu que les Iraniens avaient autant de missiles parce qu'il le savait. Il le savait. C'est son métier de le savoir en même temps. Donc jusque-là, tout va bien. Et on sait aujourd'hui de plusieurs sources israéliennes que Netanyahou l'a complètement ignoré. Et qu'il s'est dit, allez, on fonce tout droit. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir à peu près la même chose que justement le scénario ukrainien? C'est-à-dire, la Russie va s'effondrer, maintenant c'est l'Iran. Mais ça va s'effondrer de toute façon. On n'a qu'à continuer, puis ça s'effondrera. Et cherchons pas trop à comprendre comment, mais ça s'effondrera. Non, mais oui, tout à fait. Mais même, c'était la même chose avec l'Irak. Souvenez-vous, la phase 4, la fameuse phase 4, et David Petraeus avait dit, et après la chute de Bagdad, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on va arrêter Saddam Hussein et tout à coup la démocratie va prospérer, elle va fleurir. Je me souviens d'ailleurs des élections en Irak de janvier 2005. C'est des choses que j'avais vécues sur place où George Bush voulait absolument qu'il y ait des élections parce qu'il disait les élections c'est la démocratie, c'est le signe de la démocratie. Si les Irakiens votent, bon, la communauté sunnite s'était totalement abstenue. Elle avait été du coup de facto écartée de la vie politique irakienne. On rappelle, pardonnez-moi, comme l'explique Bernard Lugan, c'est ce qu'on appelle l'ethno-mathématique électorale. Dans des pays qui ont été déstabilisés, les votes ne sont plus que des sondages ethniques. Et donc, de toute façon, bien sûr, on finir comme ça. Et dans une tribu chiite, il n'y a pas de liberté de vote. C'est chacun s'honore de voter comme le chef de la tribu, c'est tout. Donc, on est dans des moments de maturité démocratique qui sont absolument pas les mêmes que les nôtres, mais on a des dirigeants qui plaquent cette idée que je me souviens, moi j'avais posé la question à George Bush il m'avait dit freedom is more universal than man. La liberté, voilà, c'est le concept, et tout homme veut se libérer de ses chaînes. Bon, voilà, en partant
partant de ces principes qui sont a priori excellents, mais et en les plaquant sur des sociétés traditionnelles, on va au casse-pipe. Et donc je prenais cet exemple de l'Irak parce que la catastrophe, elle s'est déroulée, elle a été mais manifeste avec des gens comme Paul Bremer par exemple. Le corps des Marines au moment de leur arrivée dans la province d'Anbar à l'ouest étaient venus des officiers des Marines. Les Marines ont toujours, on ne sait pas assez, je trouve, un côté très innovateur dans la guerre, beaucoup plus que l'US Army, qui est beaucoup plus bourrin finalement que les Marines. Et les Marines étaient arrivés, avaient dit il faut, pour rétablir les équilibres en Anbar, il faut qu'on s'appuie sur les tribus. Et Paul Bremer leur avait dit non, les tribus c'est un élément de l'ancien temps. La démocratie, c'est la démocratie individuelle, elle va s'imposer. Non, votre plan ne marchera pas. Donc voilà, c'est donc, et à chaque fois, éternellement, on répète les mêmes choses et on se heurte à une réalité qui nous revient en boomerang parce que, évidemment, ces sociétés traditionnelles, moi, je pense que l'ostracisation de la communauté arabe sunnite en Irak est directement le vecteur principal de Daesh. Daesh est quelque part la vengeance de Saddam Hussein. C'est quelque part ça. Évidemment, il y a une dimension internationale, il y a une dimension de communication qui a été incroyable chez Daesh, qui n'existait pas chez Al-Qaïda. Il y a des éléments syriens, mais la matrice de Daesh reste irakienne. Son berceau, c'est l'Irak, et l'endroit où il prospère, c'est voilà, entre l'Irak et la Syrie. Et donc ça, c'est la chose, la créature qui revient à la suite et qui finalement profite de toutes nos erreurs et de ces projections. Et on est dans le même cas de figure avec l'Afghanistan, avec certes 20 ans de présence qui ont permis d'éduquer des femmes, qui ont permis à ce que pour une part de la société afghane fonctionne au diapason du reste de la planète, mais in fine, la majorité des Afghans, moi je l'affirme, je pourrais être critiqué pour ça, a voulu le retour des talibans. Ça correspondait à... Vous amenez, si vous me permettez, vous amenez une question qui est complètement logique. Einstein disait que la folie, c'est de répéter le même comportement en espérant un résultat différent. Or là, vous venez de décrire finalement une folie dans toute la zone depuis 20 ans, puisque c'est systématiquement le même comportement qu'on répète. Alors, est-ce que c'est voulu? Mais c'est voulu parce que ça correspond à des intérêts. Alors, il y a évidemment les intérêts militaires, économiques, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ça, en fait, le problème principal de Netanyahou et le problème auquel sont soumis les Israéliens, on sent bien ces tiraillements à l'intérieur. Yoav Gallant aussi, qui avait dit on n'éradique pas une idéologie en parlant du Hamas. Or, en s'opposant à Netanyahou, voilà, il a fini par être évincé. Pourtant, c'était un dur. Galland, c'était pas un démocrate, enfin quelqu'un de très tendre, hein, donc, mais il avait compris quelques trucs. Souvent, les anciens chefs du Shin Bet, d'ailleurs, réfléchissent beaucoup justement à leurs actions. Il y a un merveilleux documentaire qui s'appelle The Gatekeepers, que je recommande sur qui est une série d'interviews des 6 chefs historiques du Shin Bet, du renseignement intérieur, et qui racontent comment ils ont justement vu cette montée de la cause palestinienne, comment ils ont dû l'affronter, comment ils ont dû se comporter aussi. Ils reviennent sur leurs erreurs. C'est très intéressant. J'indique la référence parce que l'ancien chef du Shin Bet d'ailleurs vient de démissionner. Enfin, il avait démissionné techniquement avant la situation iranienne. Donc les gens se disent que ce n'était pas à cause de ça, même si en réalité les choses sont plus compliquées, puisque l'opération Rising Lion avait été préméditée depuis au moins 1 an, avec ce niveau d'infiltration. Donc oui, voilà la référence au film. J'en profite pour rappeler votre ouvrage, puisque cette émission s'approche de sa fin. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement bien noté sur Amazon et pas que. Il est également très bien noté sur la FNAC, etc. C'est un bouquin qui est bien au-delà d'un ouvrage de reporter de guerre, ce que vous êtes. C'est vraiment un essai. On a affaire là à un essai qui pourrait être comparable au choc des civilisations d'Huntington ou à la fin de l'histoire, et à mon avis même avec une portée similaire, bien que ce soit francophone pour l'instant. Donc vraiment, je félicite pour ce travail. Donc oui, vous parliez de Gatekeepers, je vous rends la parole là-dessus. Je reviens, je faisais une petite pour montrer que la société israélienne a cette grande liberté et parfois cette opposition entre des gens sans que nécessairement ils soient condamnés, etc., ou mis à l'index, comme ça peut être le cas chez nous, pour parler de sujets justement dont nous ne parlons pas et qui les concernent évidemment. Et la chose que je voulais
voulais dire, c'est que les Israéliens, globalement, sont d'excellents tacticiens. Ce qu'on voit sur ce qui est en train de se déployer est extraordinaire. En revanche, la stratégie, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas quelle est la stratégie de Netanyahou, quelle est, on va dire, provoquer un changement de régime. On est encore, je vous dis, dans ces croyances anciennes que ça va basculer parce que on arrive avec des bombes et on vous met des bombes on va vous libérer de vos chaînes, vous allez connaître, et on est dans le même état d'esprit qui ne fonctionne pas. Et je vous le dis, Steve Bannon, interviewé par Tucker Carlson, a dit exactement ça, parce que là, il y a une certaine fatigue dans la société américaine pour ces guerres longues, ces fameuses Forever Wars, qui ont coûté des trillions de dollars et du sang américain. Et on sait bien que Donald Trump a été élu aussi pour terminer ces guerres-là, pour ne pas en refaire d'autres. Et donc, il a, vous savez, c'est un peu comme Milou, quand Milou se retrouve dans Tintin face à une bouteille de whisky, il a le diable, Milou, et l'ange. On va dire qu'il a là Netanyahou, voilà, et il a Steve Bannon de l'autre côté qui lui dit Carlson, va pas aller plus loin. Bon, moi, personnellement, je pense que si le nombre de morts israéliens est amené à augmenter et si la destruction d'Israël se poursuit à la base de ces missiles, dont pour le moment certains ne sont pas arrêtables, je pense que les Américains finiront par intervenir aux côtés des Israéliens. Oui, ça semble être évident. Et du coup, en fait, c'est tellement évident que Netanyahou en a fait un calcul. Oui, tout à fait. Il ne le dit pas à sa population, mais bon, voilà, écoutez, quand on en aura pris suffisamment sur la tronche, quand le port de Haïfa sera détruit, quand le port de Eilat sera quand l'aéroport de Ben Gurion, puisqu'Israël en fait est une île concrètement, d'un point de vue géopolitique, c'est une île, donc elle dépend complètement de ses ports pour son approvisionnement. Et en effet, il va arriver un point de non-retour où Trump n'aura aucun choix. De toute façon, sinon, il se prendra une déculottée au midterms, mais ça pourrait aller encore plus vite que ça. Donc, en fait, on voit que Netanyahou a fait un calcul très cynique, qu'on peut voir d'ailleurs dès le début, le fait qu'il ait caché son avion personnel, le Wing of Zion, en Grèce, sans forcément être dedans. On ne sait pas s'il était dedans ou s'il est revenu ou pas, mais en tout cas, tous les avions de El Al sont à Chypre et le Wing of Zion est en Grèce. Il a fait un calcul très clair, c'est-à-dire, bon, comme d'ailleurs il semblait l'avoir fait un peu, en partie, en accumulant, enfin d'abord en propulsant le Hamas, comme l'a dit Tal Schneider pour le Jérusalem, pour le Time of Israel. Tal Schneider avait écrit, voilà, pendant des années, Netanyahou a propulsé le Hamas, ça nous a explosé le visage. Donc on voit le même calcul, c'est-à-dire, bon, si ça pète, s'il y a des morts, c'est pas très grave parce qu'au final, la fin justifie les moyens. Netanyahou serait finalement le plus machiavélique de tous les leaders israéliens de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ces différentes décisions provoquent, ont une capacité, je vais dire, transformationnelle de la société israélienne. C'est-à-dire, est-ce que ça la rassemble durablement ou est-ce que tout ça n'est qu'un effet, on va dire, circonstanciel, puisque les Israéliens savent tous les périls qui les attendent. C'est un peuple qui s'est élevé dans la guerre autour, avec la guerre autour faite à ses voisins, la guerre du Kippour, celle de 73, vous évoquiez Golda Meir tout à l'heure. Donc là, on sait que les Israéliens se rassemblent. Maintenant, quel va être le message? Est-ce que le message porté par l'opération de Gaza va, on va dire, amener la société israélienne à plus ou alors le fait que ils se sont créés des générations d'ennemis pour 1000 ans en détruisant la bande de Gaza et en s'attaquant à toute la région. Hein. Vous évoquiez justement les choses étonnantes, mais hier soir, il y avait on voyait typique de la culture libanaise, des gens en train de faire la fête à Beyrouth et qui regardaient les missiles iraniens passer, un air de dire à votre tour, en sachant que le Liban, il y a 6 mois, c'était eux qui morflaient, c'est eux qui depuis 30 ans se tapent les avions de l'armée de l'air israélienne qui pètent le mur du son au-dessus de Beyrouth, alors que c'est théoriquement interdit de
le faire au-dessus d'une agglomération. Enfin bref, il y a évidemment un antagonisme, et quand ces Beyrouthins qui fidèles à leur mantra de faire la fête parce que demain on sera peut-être mort, célébraient hier et regardaient les missiles iraniens passer. Voilà, c'est des choses, des choses étonnantes, quoi. C'est des choses. Mais est-ce que tout ça va amener quelque chose? Est-ce qu'on va construire autour de ça? Vous savez, Ouais. moi je me souviens d'une phrase de Robert Badinter qui parlait de l'armée de l'Allemagne nazie et de la réconciliation, et il disait pendant longtemps, à la fin de la guerre, je ne voulais pas aller en Allemagne, je ne voulais pas aller en Allemagne parce que pour moi l'Allemagne était celle qui avait détruit toute ma famille, etc. Il dit j'ai fini par me dire il faut que j'aille en Allemagne. Pourquoi? Parce que on ne construit jamais rien sur de la haine. Et je pense que si je veux conclure là-dessus, c'est vraiment la haine n'est pas constructive. La haine, l'exacerbation de la démonisation permanente, c'est aussi un des enseignements de mon livre. La démonisation permanente n'apporte pas la paix, n'apporte pas la sécurité, n'apporte pas l'épanouissement. Et même si Israël doit vivre, on va dire, il est quand même dans tout Israélien comme dans tout être humain, il y a quand même on va dire une inclinaison vers la paix. Et cette région, on n'en a que trop souffert de séries de guerres constantes. Celle-ci, évidemment, on ne sait pas où elle va se terminer, on ne sait pas quand elle va se terminer, parce que là, on est aussi dans un processus où l'un doit abattre l'autre. Là, c'est ouais. Là aussi, hein, on est rentré dans un combat à mort. Aucun des deux ne veut négocier pour le moment. Donc tout ça est très inquiétant. En plus, après, il y a ces alliances. Hein, on aurait pu en parler un petit peu plus, mais vous parliez du Pakistan tout à l'heure. Vous avez la Chine derrière qui a commencé à fournir Qui d'ailleurs. fournit, voilà, en effet. Bah, Voilà, de même que les on Américains reviendrait. fournissent à Israël, on fait atterrir des avions cargo. Mmh. Bref, on est en train de voir. Et il y a cette amitié ou cette liaison Trump-Poutine au milieu de tout ça, mais on est quand même, semble-t-il, reparti dans une guerre froide 2.0, on va dire, avec Israël, les États-Unis d'un côté, l'Europe, et puis la Russie, en fait, les BRICS de l'autre côté, quoi. Voilà, et ça, c'est un affrontement. Alors, est-ce que Trump aura la capacité justement de faire la paix comme il le dit et d'arriver à arrêter tout ça? J'en sais rien. Voilà. Bah, ça conclut bien. On va passer aux questions, mais je vais les prendre moi-même puisque vous devez nous quitter. Oui, Merci beaucoup Régis Le Sommier de vos excellentes analyses et de votre perspective à la fois historique et géopolitique. Donc j'ai rappelé votre dernier ouvrage Qui est le diable, l'autre et l'Occident, qui était très révélateur, hein, vis-à-vis, on le voit même dans la couverture médiatique, dans la oui, façon dont il y a ce qu'on appelle un estoppel en droit international, qui vient du français estup, hein, le droit normand, c'est-à-dire oui, tout à fait. d'inverser sa position, de plaider Mmh, contre ce qu'on a plaidé précédemment. C'est-à-dire mmh. d'avoir plaidé précédemment qu'une chose était illégale, puis ensuite, quand on le fait nous, bah, ça devient légal. Ça s'appelle Oui. l'estoupel. Ouais. Ah, Et il y a cet une estoupel, résonance entre l'Ukraine et Israël aujourd'hui qui est terrible, hein. Terrible. absolument, ouais, ouais, on voit, enfin, c'était prophétique dans ce que vous aviez écrit dans votre ouvrage. Mmh. Je vous laisse donc à notre Merci. prochaine émission. Merci On à sera tous. ravis de vous avoir à nouveau et je vais Bientôt. donc personnellement répondre aux questions du chat en attendant. Je vous souhaite une excellente soirée, Régis Le Sommier. C'est toujours un honneur de vous avoir sur la chaîne. Et je suis très heureux. Merci Idriss et merci à tous pour avoir suivi. Merci, portez-vous bien.